Quand j'étais petit garçon, le début du mercredi après-midi était un moment que j'attendais religieusement car je ne manquais jamais un épisode de Goldorak, qui habite aujourd'hui encore mon imaginaire. Nous avons fêté en octobre dernier les 50 ans de cet animé, UFO robot Grandizer de son nom original, créé par Go Nagai et le studio Toei Animation, disponible en manga et diffusé pour la première fois en France en juillet 78, puis en intégralité au début des années 80. Prenons donc notre machine à remonter le temps. Les émissions destinées aux enfants étaient alors de mignonnes histoires de marionnettes telles que L'île aux enfants avec Casimir, Le manège enchanté et Chapi Chapeau. Mais voilà que sont conçus Récréa 2 puis le Club Dorothée et la jeunesse française n'en croit pas ses yeux. Débarquent à la télé les premiers dessins animés japonais et un peu par hasard, Goldorak. Des journalistes, des psychologues et des politiciens, notamment une certaine Ségolène Royal, s'inquiètent alors des conséquences d'une telle violence prétendument cathartique sur l'équilibre mental des enfants. Personnages torturés, robots géants monstrueux qui détruisent des villes, combats à mort et sacrifices. Et ce sera bien pire lorsque seront programmés des dessins animés vraiment sanglants ou sexuellement très connotés, comme Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque ou Dragon Ball. L'amour des Français pour ce méca étonna ses propres réalisateurs et il est encore aujourd'hui très particulier. Depuis 1993, l'une des gargouilles de l'église de Saint-Jean-de-Boiseau, près de Nantes, est à l'effigie de Goldorak. En 2003, les Fatal Picard lui rendent hommage avec la chanson Goldorak est mort, dans lequel le jeune Actarus emboutit sa soucoupe volante en sortant de boîte de nuit. En 2021, il y a un jeu vidéo, un jeu de société, puis 13 épisodes de Reboot, plus romantique, et rédigé encore par les Français, une suite en bande dessinée, un bel ouvrage de science et de fiction, intitulé « Et si Goldorak existait ?» Un coach en développement personnel a même publié « Agir et penser comme Goldorak ». Les produits dérivés sont nombreux et certaines de ces japoniaiseries sont de vraies pièces de collection. Tissot vient de mettre en vente une collection limitée de 1975 montres à 1 000 € l'unité. Bref, si la nostalgie est devenue une machine Afrique, Goldorak en est bien l'un des grands rouages. Mais ce qui faisait polémique à l'époque, au début des années 80, c'était le fait que Goldo, le nouveau meilleur ami des enfants, soit une machine de guerre, qui est un sujet grave et tabou réservé aux adultes. L'histoire est simple et manichéenne, mais en effet assez sombre. Je vous la résume très très rapidement, surtout pour les plus jeunes. Loin, très loin dans l'univers, Actarus, prince de la Pacifique, planète Euphor, doit épouser Vegalia, fille du mégalomane grand stratégaire, le méchant, qui dirige l'empire galactique de Vega. Ce dernier décide de ravager au contraire cette planète grâce à une toute nouvelle arme, Goldorak, un robot humanoïde de plus de 30 mètres de haut, muni d'une élégante soucoupe porteuse et quasiment indestructible. Le reboot de 2004 suggère même que ce sont des dieux ou les membres d'une civilisation technologiquement très avancée, ce qui revient un petit peu au même, qui auraient fait cadeau de Goldorak à Euphor pour protéger son sage mode d'existence, mais la méchante armée de Vega serait parvenue à le voler. Témoin de la mort de ses parents et de la destruction de son peuple, Actarus parvient à s'emparer de Goldorak et à s'enfuir vers la Terre. Il y est accueilli par le professeur Procyon et se cache dans un ranch. Mais depuis la face cachée de la Lune, les troupes de Vega entendent bien anéantir Goldorak et asservir la Terre en y envoyant des Golgoths et des Antiracs, deux puissants monstres d'acier. D'ailleurs, toujours escortés par d'insignifiantes soucoupes volantes kamikazes. Aidé par ses amis et par sa sœur Phénicia et équipé d'appareils qui peuvent s'arrimer à Goldorak, Actarus mène donc un combat acharné contre la folie guerrière de Vega à l'aide d'armes dont les noms sont devenus cultes pour ma génération et dans la pop culture. Fulgur au poing, Astéroche, Corno, Fulgur. Et je ne vous spoile pas la fin de la série, disponible en manga et en DVD. Le scénario n'est certes pas à toute épreuve et on peut par exemple se demander pourquoi une dizaine de méchants Golgoths n'est pas envoyé d'un seul coup. Bon. Et surtout, aucun État ne tente de s'en emparer, alors qu'on imagine bien ce qu'il pourrait représenter en termes d'ingénierie militaire. La guerre a en effet souvent été la boucheuse de nos avancées technologiques, et elle est aujourd'hui un sacré business. De nos jours, environ 1 000 milliards de dollars chaque année pour la gestion des armes et les ventes des armes dans le monde. Et j'ai cru comprendre que ça allait augmenter. D'où ma question, et vous, à quel chef d'État donneriez-vous les clés d'un Goldorak? Je laisse réfléchir. Au fait, pourquoi cette traduction Goldorak? Parce que Gold évoque un matériau précieux et que Rak apporte une sonorité virile, guerrière.
Or, ce à quoi Gonagai voulait sans doute faire référence, c'était à la menace des machines du XXe siècle, la destruction de Hiroshima et Nagasaki ayant eu lieu seulement 30 ans auparavant. Plus de 250 000 innocents tués, 45 000 irradiés et 650 000 ibakusha, terme japonais désignant les victimes directes ou indirectes d'explosions atomiques. Dans Goldorak, Euphor est exterminé par une politique de domination technologique brutale et totale, et Actarus restera toute sa vie sensible à sa blessure radioactive au lasernium. Les Golgoths ressemblent d'ailleurs à Godzilla, film japonais de 1954, ce reptile géant qui a muté à cause de radiation nucléaire. En ce sens, l'impérialisme de Vega représente bien ce que les philosophes Adorno et Horkheimer appelaient la violence de la raison qui, je cite, se comporte comme un dictateur à l'égard des hommes. C'est la progression aveugle de cette raison instrumentale qui, depuis l'Anthropocène, c'est-à-dire le développement de l'électricité et la révolution industrielle, a construit un monde capitaliste et matérialiste basé sur des calculs d'intérêt égoïstes, a engendré des régimes politiques organisant mécaniquement la terreur et nous mène peut-être doucement mais sûrement à une catastrophe écologique mondiale. Et c'est encore cette même violence de la raison qui fait que nous sommes, chaque jour et sans doute à jamais, menacés par cette épée de Damoclès moderne, la volonté de quelques individus, voire d'IA, dotés d'armes de destruction massive. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, déclara Oppenheimer lors du tout premier essai nucléaire, évoquant un texte hindou dans lequel la divinité Krishna révèle sa toute-puissance dévastatrice. Le tableau n'est pas joyeux. C'est pas le pied, c'est les boules, c'est la dèche, comme on disait dans les années 80. Dans Goldorak, le risque d'apocalypse nucléaire, alors surtout si on utilisait des bombaches, et les bombes A larguées en 1945, Little Boy et Fat Man, est symbolisé par des Big Boys et des Fat Men, les Golgoths. Nom qui évoque aussi la douleur et la mort, puisque le Golgotha, lieu du crâne, est la colline où Jésus-Christ souffrit et fut crucifié. Dans le Ribot, Goldorak U, Actarus envisage même de se sacrifier, de se faire seppuku, harakiri, en envoyant Goldorak dans le soleil pour que Vega ne puisse s'en emparer, dans un acte ultime de démilitarisation. Bon, finalement, il ne le fait pas. Les douleurs du Japon, qui fut l'ennemi héréditaire de la Chine, des Soviétiques et des États-Unis, se retrouvent chez Actarus, exilé et traumatisé de guerre, souffrant de mélancolie, d'angoisse et de culpabilité. Il aime la solitude, contempler la nature et prendre soin des moindres animaux. Dans ses rêveries de promeneur solitaire, il s'interroge aussi sans doute sur notre place sur la planète bleue, que nous prenons tant de soin à abîmer. On connaît la célèbre loi de Gabor qui affirme que les êtres humains, alors pas tous, mais quelques-uns suffisent amplement, sont aussi prévisibles que des machines et inventeront forcément celles qu'ils seront scientifiquement capables de créer, quelle que soit leur dangerosité possible ou avérée. Mais il faudrait ajouter un petit scoli à cette loi sur la démesure, l'hubris des hommes. Que symbolise justement le gigantisme des robots japonais. Au lieu d'essayer de vivre en paix, ils utiliseront toujours ces mêmes inventions comme des machines terrifiantes et parfois fascinantes, des machines de guerre, pour assujettir ou détruire leurs prochains, voire eux-mêmes. Et il me semble que ce ne sont pas les exemples historiques ou d'actualité qui manquent. Pour faire régner la justice, Goldorak doit donc faire office de protecteur, comme les golems qui, selon la Kabbale, pouvaient, grâce à un rituel magique, être créés et maîtrisés par des rabbins afin de défendre leur peuple. De même, Actarus, après sa spectaculaire « métamorphose », profère « Goldorak, go !» et insuffle ainsi une âme qui met en vie son géant d'acier. Tel l'archange Saint-Michel, il va alors combattre le Golgoth, le dragon, le diable, l'adversaire. Appelez-le comme vous voulez. Être réel ou simple allégorie du mal qui est en nous, de notre tendance à entrer en tentation. Deus ex machina, comme on disait. Et notre divin héros parvient, à la fin de chacun des 74 épisodes de la série, à dénouer une situation apparemment désespérée. Il est vrai, aidé de ses amis et parfois d'une chance miraculeuse. Mais si Goldorak évoque un golem ou un ange exterminateur, c'est surtout à la religion shintoïste et à la tradition nippone que son esthétique renvoie. Il est un kami, cet esprit protecteur invisible qui peut s'incarner dans un support physique, un shintai, et qui, comme Actarus, a un attachement profond aux éléments naturels, les montagnes, les rivières, les arbres. Et le masque d'Actarus, avec sa forme enveloppante et sa crête frontale, rappelle un kabuto, ce casque que portaient les samouraïs pour se protéger et intimider leurs adversaires.
De même, sa façon de maîtriser ses peurs et de combattre anonymement, par pur sens du devoir, sans pitié mais sans haine ni coup bas, ne peuvent que faire penser au code d'honneur des chevaliers, des paladins, des samouraïs. Goldorak est un robot qui, comme l'étymologie tchèque de Robotal l'indique, se contente de réaliser des corvées. Mais le beau prince de fort est noble de cœur, un modèle éthique et moral pour les enfants, même s'il est un tout petit peu névrosé. Honnête et poli, travailleur et courageux mais humble, empathique, dénué même de tout esprit de vengeance, il n'utilise la force de Goldorak qu'en cas de nécessité. Il est écolo, comme feu sa planète natale et comme son Goldorak, qui est une machine d'avenir puisque son énergie colossale provient entièrement du soleil. Selon l'expression du poète romain Juvénal, un esprit saint dans un corps saint, Actarus vit au grand air, aime la musique douce, ne fume pas et semble être végétarien et abstème, contrairement aux officiers de Vega, qui représentent la banalité du mal, sont orgueilleux, irascibles et boivent souvent de l'alcool. C'est donc parce qu'Actarus est vertueux que son engin cesse d'être un cavalier de l'Apocalypse pour devenir le sauveur céleste de la Terre, tel maître, tel Goldorak. Approfondissons cette dernière idée. Si les vilains Golgoths sont dirigés par des IA, et oui, on y pensait déjà à l'époque, et obéissent à des ordres vocaux, les Antherax sont les mêmes mais plus puissants. Et ils ont un pilote embarqué. Goldorak appartient donc à cette seconde catégorie de machines, les Antherax, mais ce qui saute aux yeux une fois qu'il est sorti de sa jolie soucoupe, ce sont ses caractéristiques anthropomorphiques, 2 bras, 2 jambes, et la singulière complicité qui unit ce véhicule humanoïde à son conducteur. Goldorak ne se laisse pas approcher ou apprivoiser par n'importe qui. Mais il semble être fait de même sang, de même bois qu'Actarus. Or, cette osmose interroge à la fois l'étrange rapport de notre corps à notre esprit et celui de notre corps aux objets techniques auxquels nous ne cessons d'être naturellement liés depuis plusieurs millions d'années. Je ne suis pas, comme le disait Descartes, ainsi qu'un pilote en son navire. Et même si les neurosciences l'expliquaient demain grâce à de nouvelles machines, cela ne changerait rien au paradoxe que je vis du verbe vivre. Je suis et je ne suis pas. Mon propre corps et mon cerveau, tout comme les actions et les victoires de Goldorak sont et ne sont pas vraiment celles d'Actarus. Il ne viendra en effet à l'idée de personne de dire que son genou a mal ou que sa bouche éprouve du plaisir. Ce qui arrive à mon corps, c'est bien à moi que cela arrive. Et qui voit mon corps, me voit moi-même. Il faut d'ailleurs avoir atteint un degré impressionnant de stoïcisme pour affirmer, comme Épictète, « Ce n'est pas moi que tu enchaînes, ce sont mes jambes ». Cependant, et là est tout le mystère, je me sens aussi parfois aux commandes d'un corps qui ne me ressemble pas ou qui refuse de m'obéir, comme Actarus dans Goldorak, qui a déjà appris à marcher, à jouer d'un instrument de musique ou a déjà eu la grippe. C'est de quoi je parle. T'as beau dire à ton corps « Goldorak, go !» ça marche pas forcément comme tu veux. Or, il en va de même dans notre rapport aux machines que nous ne maîtrisons pas toujours d'entrée de jeu, qui nous aliènent parfois, notamment au travail, et avec lesquelles nous nous bataillons quand elles dysfonctionnent. Mais nous sommes aussi souvent dans une symbiose inconsciente avec les machines, notre esprit n'allant pas seulement jusqu'aux limites de notre corps, mais englobant toutes les machines, tous les outils, toutes les choses que nous savons bien maîtriser. C'est ainsi que le violoniste et son archet, le pilote dans sa Formule 1, le cavalier sur sa monture, font corps, ne font qu'un. De même, Actarus parle à son vaisseau, l'encourage et semble souffrir avec ou à travers lui dans les combats. Il n'est donc pas un simple exosquelette, comme l'armée en conçoit pour les guerres de demain. Et si cet esclave géant de métal n'a lui-même presque aucune autonomie, il s'accomplit pleinement dans sa relation avec son maître qui, sans lui, n'aurait presque aucun pouvoir. On pourrait dire que moins une machine est sauvage, plus le fait d'être apprivoisé lui permet de s'inscrire dans une relation fluide, confiante et pacifiée avec son utilisateur. Et je me disais qu'il fallait peut-être moins aujourd'hui penser l'animal comme une machine que la machine comme un animal. C'est donc à peine si on peut encore dire qu'Actarus est aux commandes, car comme l'écrit le philosophe Gilbert Simondon, commander, c'est encore rester extérieur à ce qu'on commande.
Pour reprendre les concepts de Simondon, Goldorak est l'exemple même d'une machine qui témoigne d'un haut niveau de concrétisation, car elle est conciliée au sein d'un milieu d'individuation partagée. En ce sens, du mode d'existence des objets techniques de Simondon, publié en 1958, reste d'une étonnante modernité pour penser l'altérité machinique. Par-delà utopie et dystopie, par-delà la technophobie des Amish et la technophilie d'Elon Musk. Par ailleurs, Simondon affirmait que, je cite, « le malaise des hommes devant les objets techniques vient d'une méconnaissance de leur genèse, de leur origine ». C'est donc sans doute pourquoi la science-fiction est si riche en scénarios dans lesquels les machines, devenues totalitaires, totalement autonomes ou conscientes d'elles-mêmes, veulent nous déshumaniser ou nous éradiquer comme des Golgoths. Or, même si cette crainte est en partie justifiée, la séparation même entre les outils et les machines est devenue aujourd'hui illusoire, puisque les premiers sont fabriqués en usine par les seconds, et que si seuls les outils sont vraiment indispensables à notre survie, on imagine mal vivre dans un monde sans machines, pré-industriel, dénué d'électricité. L'être humain cohabitera donc sans doute longtemps avec de nouvelles machines dont les applications seront souvent inattendues, et il est co-responsable de ce qui advient, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit, à ce vieux couple, homme-machine, dans lequel chacun n'est qu'une abstraction, comme Goldorak sans un Actarus, comme Actarus sans son Goldorak. Tant d'avancées ont été réalisées en un siècle, dans les domaines de la connaissance, des transports, de la médecine et des loisirs, qu'il ne faut pas tomber dans le piège facile du « c'était mieux avant ». D'autant que je pense que, en termes de spiritualité notamment, le passé a de l'avenir. D'autre part, la futurologie n'étant pas une discipline sérieuse, j'ignore comme vous où nous allons, mais je sais au moins d'où je viens, ce qui est important dans la vie. Je viens d'une génération sans Internet, avec tout ce que ça implique. Je viens d'une génération sans téléphone portable, sans double vitrage et sans direction assistée dans les voitures. Je viens d'une génération où, en dépit de la menace nucléaire et des premiers signes du dérèglement climatique, on croyait, peut-être naïvement, en la possibilité d'une conciliation durable entre les humains, les machines et la nature. Je viens d'une génération qui vivait dans le monde imaginaire des robots géants et non pas dans celui, bien réel, des nouvelles technologies qui sont si pratiques, mais moralement ambiguës, font système et tendent à faire de nous de petits robots. Je viens d'une génération dont les dessins animés avaient certes une animation assez lente et répétitive, mais une portée philosophique, des personnages charismatiques et de très bons génériques. Je viens de la génération Goldorak. Je vous remercie.